Je pense que c'est très important de s'éduquer par les livres, de s'éduquer tout court d'ailleurs, mais dans mon cas par les livres. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon avis sur mes 7 dernières lectures. C'est très varié dans les genres, dans les styles, dans les intrigues, dans les thématiques. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Les Vrais Amours, puis retour à la librairie Morisaki. Je vous parlerai brièvement de Entre leurs mains, vous comprendrez pourquoi. Puis je vous donnerai mon avis sur le premier tome de la sélection. Ensuite je vous parlerai de La Ballerine de Kiev, puis du petit roman Nos vies en l'air, et enfin de Girls, Pride and Prejudice. On commence cette vidéo avec Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, publié aux éditions Charleston, l'autrice de Les 7 maris d'Evelyn Hugo, si je ne dis pas de bêtises, un roman que je veux à tout prix lire très bientôt. Je l'ai dans ma pile à lire, donc tout va bien. Il est potentiellement bientôt lu. Il est pas loin d'ailleurs, je crois. Et regardez, pour le bien d'Inès, elle n'a pas besoin de mettre la couverture du livre. Je l'ai. Le résumé de celui-ci m'a tiré énormément puisqu'on suit une jeune femme qui s'appelle Emma, qui a toujours eu une vie absolument rêvée finalement. Elle a tout ce qu'elle a toujours désiré, jusqu'au jour où son mari disparaît suite à un accident d'hélicoptère et il n'est pas retrouvé, mais il est considéré comme mort. Donc ça va être extrêmement dur pour Emma de se remettre de cette épreuve, mais heureusement un ami d'enfance qui a toujours beaucoup compté pour elle quand même va revenir, va être là pour l'aider. Et puis elle va finir par avancer et par avoir une relation amoureuse avec cet ami-là, qui s'appelle Sam. Sauf que quelques jours après ses fiançailles avec Sam, Jess, son mari donc, puisqu'elle n'a jamais divorcé, tout ça, il revient. Et en fait, il a survécu à cet accident. Et des années après, il revient dans son quotidien et Emma, elle se retrouve face à un choix qui est terrible, puisque bien évidemment que on se dit, bah voilà, ton mari qui est décédé, en fait, s'il est pas décédé, il revient, évidemment que tu ressautes dans ses bras. Sauf que sur ces dernières années, c'est Sam qui a été là pour elle, c'est Sam qui l'a aidé à s'en sortir. Et donc, c'est avec Sam qu'elle projetait de faire sa nouvelle vie. Donc, qu'est-ce qu'elle va décider? Qu'est-ce qu'elle va choisir? J'ai adoré les thématiques de ce livre. En fait, l'intrigue se suffit à elle-même et comme l'autrice écrit bien, c'était vraiment un plaisir à lire parce que moi j'avais juste envie de savoir comment allait se terminer cette histoire qui, au final, aborde des thématiques qui sont plus intéressantes et profondes que ce qu'on pourrait imaginer au début. Bon, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu parce que ça questionne beaucoup justement sur cette idée d'aimer une ou plusieurs personnes. Ça questionne beaucoup sur l'idée d'aimer une personne maintenant ou avant et en fait le fait que plus la vie, dans la vie on évolue et du coup on change. Et est-ce qu'on aime les gens pour qui ils sont ou est-ce qu'on les aime pas un peu aussi pour la personne qu'on est quand on est avec eux? Je trouve ça hyper intéressant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il y a quand même pas mal de suspense. Ça reste une romance, ça reste un petit peu niais parfois et bon, j'ai un petit peu levé les yeux au ciel à certains moments, mais vraiment dans l'ensemble, j'ai adoré cette lecture que j'ai trouvée hyper addictive, hyper touchante et vraiment j'en suis ressortie avec l'impression vraiment qu'on faisait un petit câlin à mon cœur. En mode c'était très agréable comme sensation. Donc j'espère que vous la vivrez aussi si vous lisez ce roman. Ensuite, on continue avec le sentiment de câlin et d'apaisement avec Retour à la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, publié aux éditions Hauteville. C'est donc le tome 2 après la librairie Morisaki, qui est un livre que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais trouvé extrêmement doux et tendre. Dans celui-ci, on suit à peu près les mêmes thématiques que dans le premier tome en réalité, parce que on reste vraiment dans cet éloge de la lenteur, de la tradition un petit peu japonaise, de l'univers qui est tout doux, qui est tout calme, tout le monde prend son temps. Et en fait, je pense que c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cette littérature-là, mais qui parfois me gêne aussi. En fait, si j'enchaînais des romans comme Retour à la librairie Morisaki, au bout de 3 livres, j'en pourrais plus en fait parce que je vais me lasser. Je sais que je vais me lasser. Et aussi, je pense que je trouve pas ça assez addictif pour que ça me tienne en haleine, même si ça m'apporte de la douceur, etc. J'ai aussi des manques, je pense. Et donc, Retour à la librairie Morisaki, dans cette histoire-là, on aborde les relations amoureuses, on aborde les relations familiales, on aborde la santé, on aborde l'amour de la lecture, ce que les livres peuvent nous apporter au quotidien. Donc, comme le premier tome, voilà, on est... pour moi, si vous avez aimé le tome 1, vous allez aimer le tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1, vous pouvez aussi lire le tome 2 tout seul parce que voilà, c'est vraiment juste un livre qui parle de cette petite librairie dans une rue entière de librairies et de ce petit commerce un peu atypique et de tous ces personnages autour qui vont graviter et à qui va arriver mille et une péripéties parce que c'est la vie quoi. Donc voilà, je vous le recommande, mais en fait je reste encore très dubitative sur la littérature japonaise parce que à la fois j'aime et à la fois je me lasse vite je pense. Donc je sais pas trop. En fait j'ai pas tout le temps très envie d'y retourner, vous voyez, parce que je sais que je vais pas finir le livre en me disant waouh ça a changé ma vie. Et je pense que c'est ça qui me rebute un peu. Mais en même temps je trouve que ça me permet de faire une expérience de lecture assez nouvelle de prendre le temps d'apprécier un livre où il ne se passe pas grand chose mais où c'est quand même agréable à lire en fait et où c'est très apaisant. Ça me détend en fait de lire les livres de la librairie Morisaki. Ensuite, Entre leurs mains de Annelise Heurtier, je vous en parle très brièvement puisqu'il sortira chez Casterman en janvier. Donc ça ne sert à rien que je vous en parle trop. Mais je vous dis juste les thématiques principales pour que vous vous en souveniez lorsque je vous en reparlerai en janvier. Je l'ai lu en avance parce que les éditions Casterman
Offerman voulait qu'il y ait une verbatim de moi sur le bandeau du livre, donc je l'ai lu en avance et j'ai pu donner plusieurs verbatim, donc c'est des phrases clés un petit peu, pour qu'il y ait une phrase qui soit retenue soit sur le bandeau, soit en 4e de couverture au choix. Et donc c'est un livre qui va aborder les Maggies, des milliers de jeunes irlandaises qui ont été enfermées dans des couvents pour leur prétendu péché qui n'en était évidemment pas, hein. C'est-à-dire que lorsqu'elles se faisaient violer par des hommes et qu'elles étaient enceintes, eh bien on estimait que c'était un péché et donc elles allaient dans ce fameux couvent. Elles ne savaient pas si leur bébé allait s'en sortir vivant, elles ne savaient pas si elles allaient pouvoir garder leur bébé et surtout elles restaient des années enfermées dans cet endroit. Et justement dans cette histoire on va suivre un jeune garçon qui va avoir une relation sexuelle avec sa petite amie et qui va aller trop loin dans cette relation sexuelle qui va du coup se transformer en agression sexuelle. Sauf que Deirdre, une vieille femme qui habite dans la forêt, va interrompre justement ce moment entre ce garçon et sa petite amie et il va se rendre chez elle, au début en mode ouais tu m'as interrompu, non, sauf qu'en fait pas du tout parce qu'elle va très vite lui dire mais en fait ce que t'as fait là c'est pas normal et elle va lui raconter son passé et son histoire. Et en fait les Maggies c'est une vraie histoire et c'est ça qui est absolument fou quand on lit ce livre et vraiment je ne peux que vous le recommander pour ça, mais on en reparle en janvier, je vous en dirai plus, moi j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai lu le classique que tout le monde avait déjà lu sauf moi, c'est-à-dire la sélection de Kirakas publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Et contre toute attente, et ben écoutez, je n'ai pas été déçue en fait. Je vous explique, quand je l'ai lu je me suis dit bon, c'est un livre qui parle de filles qui se font de la concurrence, il y a moyen que j'aime pas parce que c'est sorti il y a 12 ans et ça a probablement mal vieilli, c'est probablement pas très féministe et tout ça. Et en fait, je vous le dis tout de suite, c'est pas hyper féministe dans certains messages, c'est vraiment une cata. D'ailleurs, j'ai fait un post Instagram juste ici en carrousel, donc vous avez des extraits si vous voulez constater les extraits qui peuvent être problématiques dans ce livre. Mais dans l'idée, dans l'histoire, dans l'intrigue, et ben j'aime bien. J'ai bien accroché, j'ai bien envie de lire la suite, j'ai bien envie de savoir comment ça va continuer. Alors, je vous explique, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle America et qui donc va participer à la sélection. C'est une compétition durant laquelle 35 jeunes filles vont pas se battre, mais vont être candidates à la couronne puisque le prince va choisir parmi des jeunes filles du peuple en fait. C'est-à-dire que c'est pas des filles qui sont forcément haut placées. Bon, America, elle fait partie des castes les moins élevés, sauf qu'en fait, elle est déjà amoureuse, donc elle n'a pas du tout envie de sortir avec le prince, elle n'a pas du tout envie de devenir princesse ni reine, elle veut juste aller à cette sélection parce que toutes les jeunes filles qui vont à cette sélection, bah leurs parents reçoivent un chèque pour pouvoir nourrir toute la famille, etc. Un salaire en gros, mais du coup, elle veut subvenir aux besoins de sa famille. Donc une fois sur place, elle va se confier à Maxon, le fameux prince, et elle lui dit que bah voilà, elle veut qu'ils soient plutôt amis, et vous vous en doutez, ils vont quand même être proches, et vous vous en doutez, voilà. Est-ce que son cœur ne va pas être tiraillé entre son amour qui l'attend peut-être dans sa ville, dans son quartier, ou par le prince Maxon qui est quand même vachement charmant. Moi j'ai adoré le prince, vraiment je l'ai trouvé hyper touchant et en fait je trouve ça bien aussi qu'on montre un personnage masculin qui n'y connaît rien en amour, qui n'y connaît rien en femme, et ça j'ai bien aimé. Après, les femmes entre elles, il y a de la concurrence, il y a une ambiance qui est pas hyper positive et ça c'est pour moi c'est un défaut parce que voilà, il y a ce côté où on met vraiment les femmes en concurrence les unes avec les autres et il y a des phrases qui sont pas... Mais... en fait, malgré tout ça, il faut se dire que j'ai quand même envie de continuer, j'ai quand même envie de découvrir ce classique que tout le monde a lu. Donc c'est assez drôle, c'est assez contradictoire, mais écoutez, j'assume totalement d'être contradictoire sur ce roman. Après, c'est un livre qui, j'ai l'impression qu'il peut questionner justement ce côté les riches, les pauvres, la société et tout, mais d'après certains messages que j'ai reçus, c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas. Donc c'est vrai que si c'est pas le cas, très décevant, parce qu'en fait, moi je pensais que c'était une dystopie qui allait aussi dans ce sens-là, en mode rébellion et tout, mais je sais pas. Donc on verra. Je vous en dirai des nouvelles, j'ai acheté tous les autres tomes, vous pouvez découvrir ça également dans un unboxing qui est disponible sur mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mais n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a toujours plein de contenu en plus en fait, et si vous ne me suivez pas sur Instagram parce que vous n'avez pas Insta mais que vous avez TikTok, j'ai aussi les unboxings qui sont publiés sur TikTok. Donc voilà. Vous savez tout. En tout cas, si vous avez lu la sélection, je suis très curieuse de savoir votre avis. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît, parce que je sais que tout le monde l'a lu, mais c'est pas une raison pour me spoiler. Je ne connais pas les tenants et aboutissants de toute la saga entière, donc hâte de lire la suite. Écoutez, faut que je trouve la... Mais en fait, ça se lit vite, donc j'allais dire faut que je trouve la foi de me lancer et de continuer, parce qu'on me connaît, moi, avec les sagas, hein, j'ai toujours pas fini les chroniques lunaires. Mais là, ils sont assez courts et ils se lisent super vite, donc bon... Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, publiée aux éditions Réclamier. Il faut savoir que La ballerine de Kiev est écrit par donc une autrice qui est également grand reporter, qui se déplace dans les lieux où il y a des guerres, qui se déplace dans énormément de pays du monde et qui donc tenait avec ce livre à raconter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc la guerre qui est menée en Ukraine actuellement par la Russie, à travers le prisme de l'art et de l'opéra, des ballets, de la danse. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement beau, extrêmement touchant, extrêmement bien écrit aussi. C'est le livre qui a gagné le prix Talent Cultura, c'est pour ça que du coup je l'ai lu, on me l'a envoyé dans le cadre d'une collab avec le prix Talent Cultura. Du
Du coup j'étais assez ravie parce que je me disais que bon, s'il avait gagné le prix Talent Cultura, je ne pouvais qu'apprécier, et en effet je l'ai trouvé extrêmement beau. Encore une fois, sur mon compte Insta vous pourrez découvrir des citations du livre dans un réel que j'ai réalisé, et vraiment ce livre est bouleversant. Et donc on y suit un couple de danseurs étoiles qui vont faire face à la guerre, ils n'ont pas le choix, leur quotidien va se retrouver chamboulé par ce conflit qui va changer drastiquement leur manière de vivre, puisque il y a des alarmes, ils doivent se réfugier dans leur sous-sol plusieurs fois par jour, par semaine, ils ont des risques de mourir à tout moment, et ils sont tiraillés entre le fait de s'engager pour leur pays, de fuir, d'aller ailleurs pour être sûr d'être en sécurité, ou de mettre leurs enfants en sécurité pour celles et ceux qui en ont, et de combattre aussi, d'aller sur le front. Donc on va suivre Svitlana et Dmitro, et Dmitro il va aller sur le front, il a envie de se battre, et Svitlana elle va rejoindre le ballet qui va se mobiliser pour faire des pièces malgré tout, pour essayer de faire une tournée en Europe, pour montrer au monde ce qui se passe en Ukraine, et montrer au monde qu'ils sont là, ils se battent pour leur pays, ils se battent pour leur culture. Et il y a aussi tout ce discours sur les œuvres ukrainiennes qui souvent ont une origine, une influence des œuvres russes, et donc le fait de défendre aussi la culture ukrainienne, de montrer que l'Ukraine n'est pas obligée de faire des ballets russes pour faire des beaux ballets. Enfin vraiment c'est un livre qui est extrêmement touchant sur toutes ces thématiques là, sur toutes les rencontres que les personnages vont faire, qu'elles soient sur le front, qu'elles soient en Ukraine, qu'elles soient dans les villes d'Ukraine qui ne sont pas envahies, qu'elles soient dans les hôpitaux dans lesquels la troupe de Svetlana va faire des petits ballets spectacles pour mettre du baume au cœur aux personnes qui ont été touchées par les bombes, par des balles et par le conflit de manière générale. Donc très très beau livre, très bien écrit, que je peux que vous recommander. Et j'étais aussi ravie de lire un livre sur cette guerre parce que je n'en ai pas lu pour l'instant, et je pense que c'est très important de s'éduquer par les livres, de s'éduquer tout court d'ailleurs, mais dans mon cas par les livres, sur des conflits. Et donc là justement sur la guerre en Ukraine je n'en savais pas grand chose, et maintenant j'en sais beaucoup plus, et je pense que c'est très important, et puis surtout ça permet d'en parler et de rappeler que en fait c'est pas fini, hein, mine de rien. C'est pas parce que la plupart des gens ont repris leur vie là-bas que leur vie n'est pas enfin je veux dire c'est un sacré traumatisme en fait d'avoir la peur de mourir à tout moment parce qu'une bombe peut être lâchée à tout moment sur notre ville, sur notre pays. Je pense qu'on a tendance à trop se dire bon voilà on s'adapte aux choses, mais c'est pas normal de s'adapter à ce climat de violence, de peur permanente. Ensuite on continue avec Nos vies en l'air de Manon Fargeton, publié aux éditions Raveau. Je l'ai lu parce que il y a la série France TV Slash qui vient de sortir. N'hésitez pas à aller voir la bande-annonce si ça vous donne envie et de lire le livre et de voir la série. En fait j'ai été invitée à aller voir les 3 premiers épisodes de la série, j'ai adoré, donc j'ai direct lu le livre parce que je ne voulais pas me faire spoiler tout le livre avant. Donc maintenant il faut que je regarde la série. De toute façon, dès que j'ai regardé la série, je vous ferai un post Instagram sur mon avis sur le livre et la série. Donc Nos vies en l'air, c'est l'histoire de Mina et Océan, qui sont 2 jeunes adolescents qui ne se connaissaient pas avant cette nuit-là. Et en fait, ils se retrouvent sur le toit d'un immeuble parisien et ils veulent tous les deux sauter. Donc en fait, ils se sont donné rendez-vous avec la mort finalement. Mais ils vont se rencontrer parce qu'ils ont choisi le même toit d'immeuble, ce qui est quand même assez improbable quand on veut se suicider, de choisir le même toit que quelqu'un qui veut faire la même chose que nous. Océan, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'humour, et Mina, elle est complètement bouleversée par tout ce qui se passe parce que elle, c'est vraiment le harcèlement qu'elle subit au quotidien, au lycée, qui fait que elle a vraiment envie de mettre fin à ses jours. Tandis qu'Océan, on sent qu'il a un quotidien très différent. Lui, c'est vraiment plus des problématiques liées à sa famille. Il vient d'un milieu aisé, mais en fait, il a l'impression que personne le considère, que personne ne l'apprécie. Et donc tous les deux, ils veulent mettre fin à leur jour. Sauf que cette rencontre va évidemment bouleverser les plans. Et donc, au fur et à mesure qu'ils vont discuter, ils vont se dire que finalement, c'est quand même dur de sauter d'un toit d'immeuble. Et donc, ils décident de passer une nuit ensemble, une dernière nuit. Et à l'aube, s'ils l'ont toujours pas fait, ils le font ensemble. Ils sautent ensemble. Même si nous, en tant que lecteurs ou lectrices, on a l'espoir que leur décision change. Donc c'est un livre qui se déroule en à peine 24 heures, en une nuit. C'est très intense. J'ai adoré. Mais alors, il faut savoir que j'ai complètement été influencée aussi par le fait que j'avais adoré les 3 premiers épisodes de la série, que du coup, je visualisais très bien les personnages et que je pense que j'avais d'autant plus de sympathie et d'affection pour eux du fait que j'avais vu la série. Donc je trouve ça assez drôle de voir que quand on regarde la série avant de lire le livre, du coup, ça change un petit peu notre schéma de pensée. Mais évidemment, Manon Fargeton écrit toujours aussi divinement bien. J'ai adoré les thématiques abordées, la manière dont c'est fait. On a pas mal de flashbacks, donc on vit la nuit avec eux, mais on a des petits flashbacks, mais qui sont faits de manière originale. C'est-à-dire que Mina, les flashbacks, ils sont sous forme de un peu comme de la photographie, genre ça s'appelle les instantanés, et donc on a des instantanés de moments où on va avoir ces fameux flashbacks, tandis que Océan, lui, il s'automutile, il se brûle avec des cigarettes, et du coup c'est chaque brûlure qu'il s'est faite, on va revivre le moment avant qu'il fasse cette brûlure, donc pour en apprendre plus sur lui. Donc c'est très bien écrit, c'est très intense, c'est assez dur, c'est assez sombre, il faut quand même être prêt à lire un livre de ce type parce que ça aborde tout de même le suicide, même si c'est un livre qui se veut aussi porteur d'espoir. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi un livre, je pense, pour que plein de jeunes se sentent moins seuls, comprennent que tout n'est
pas 20. Donc voilà, ça reste sombre mais avec de l'espoir. Je précise quand même, sombre et lumineux à la fois quoi. Un peu à l'image de la couverture, je dirais. Donc j'espère que vous le lirez ou que vous regarderez la série parce que vraiment je trouve que cette histoire a le mérite d'être découverte et j'ai trop hâte de regarder la série. Et nous terminons cette vidéo avec Girls, Pride and Prejudice de Solène Kate, publiée aux éditions Prisma, qui est une romance et surtout qui est une romance lesbienne. Ce qui est important à dire parce que vous allez comprendre avec le résumé de cette histoire que les mots ont leur importance. On suit l'histoire de Tiana qui est une autrice de fantasy et qui est extrêmement connue. Ça fait 3 ans qu'elle écrit, 3 ans que son éditrice Alicia lui a fait confiance et lui a ouvert les portes de la célébrité. Et donc Tiana, elle vient de vivre une rupture avec Yasmine, la fille avec qui elle était depuis des années. Et donc pour supporter un peu mieux cette rupture, elle décide d'écrire une romance lesbienne, un peu la romance idéale, ce que elle aurait adoré vivre en tant que femme amoureuse. Tiana propose donc cette romance lesbienne à Alicia et Alicia va lui dire mais en fait non, c'est pas la ligne éditoriale de la maison, toi on veut que t'écrives de la fantasy, donc t'écris de la fantasy. Tiana elle prend ce refus, elle le prend hyper mal, normal, et donc elle décide de s'inscrire à une masterclass d'auto-édition. Sauf que son éditrice Alicia découvre que Tiana s'y est inscrite, donc elle s'y inscrit aussi. À la base, elle s'y inscrit aussi parce qu'elle a pas mal de préjugés sur l'auto-édition et ça l'intéresse de comprendre un petit peu voilà tout ce monde qu'elle ne connaît pas puisque elle vient de l'édition traditionnelle et que la maison d'édition appartient à son père. Donc il y a un petit peu des conflits d'intérêts de ce point de vue là aussi. Et l'auteur qui anime cette masterclass est connu pour ses méthodes un petit peu extravagantes et atypiques. Et donc elles vont toutes les deux se retrouver menottées pendant 24 heures et elles vont devoir écrire une histoire ensemble, se confier l'une à l'autre pour pouvoir écrire des histoires selon l'autre. Enfin bref. Et en fait avec ce prof, ils vont faire plein d'ateliers d'écriture de la sorte. Il n'y a pas que les menottes. Et donc bien évidemment entre les deux, vous vous en doutez, cette proximité obligatoire fait qu'elles vont potentiellement se rapprocher et potentiellement découvrir qu'elles ont toutes les deux des sentiments l'une pour l'autre, mais on est quand même sur une relation qui part quand même d'un gros conflit. Donc c'est assez drôle en fait, il y a beaucoup d'humour dans cette histoire, mais les héroïnes sont très attachantes, très touchantes, on suit leur point de vue chacune, donc on va apprendre à les connaître par ce biais-là, mais aussi avoir le regard de l'une et de l'autre sur l'autre, et je pense que c'est ce qui nous rend d'autant plus attachés à elles parce que elles se vouent une affection qui est quand même assez grande, elles se portent un regard qui est très bienveillant, et j'ai trouvé ça très beau. C'est une belle histoire. Niveau style d'écriture, j'ai pas été 100% conquise. J'ai senti qu'il y avait quelques maladresses, parfois des redondances, parfois des... Je sais pas, c'était pas très fluide, mais ça m'a pas empêché d'apprécier l'histoire parce que j'ai adoré les personnages. En fait, les personnages ont vraiment fait la totalité de mon amour pour l'histoire. C'est pour ça que je vous conseille cette romance qui, en plus, est une romance lesbienne qui aborde le fait que les romances lesbiennes ne sont pas assez représentées dans le monde du livre. Donc, je pense que c'est un livre qui a totalement sa place sur les étagères de librairie et justement qui montre à quel point les romances lesbiennes ont leur place sur les étagères de librairie. Donc j'espère que vous le découvrirez s'il vous fait envie. Même s'il peut parfois être un petit peu prévisible, ça reste une lecture très agréable à lire et puis ça fait du bien aussi les romances lesbiennes, les romances où tout se passe bien en fait et où on n'est pas juste sur un truc qui est à base de pur trauma tout le temps. Même s'il y a des thématiques un peu complexes qui sont abordées. Les travaux ont décidé de reprendre, donc je pense que c'est le moment où je dois arrêter de parler parce que là j'en ai marre de tourner cette vidéo avec les travaux qui reprennent toutes les 10 minutes, ça me rend folle. Y a rien de pire que d'avoir des travaux pendant qu'on parle en fait. Je pense que c'est... ça tend, vous voyez, à l'intérieur. Bref, j'espère donc que cette vidéo ne vous a pas tendu, mais qu'elle vous a donné envie de découvrir des nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres qui vous font le plus envie. J'ai hâte de lire ça, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Celle de la semaine prochaine, en plus elle est trop cool, donc j'ai trop hâte que vous la voyez. Gros bisous!